Merci beaucoup. Je tiens à remercier la faculté de droit de l'université officielle de Mbujimaï, en particulier mon aîné, euh, le doyen, le professeur Hilaire Kabouya Kabea Chilobo, qui a toujours pensé à moi, n'est-ce pas, lorsqu'il organise des assises. Et moi, ça a toujours été un plaisir d'être là en présentiel, n'est-ce pas, pour partager la science. Euh, Faute de cela, nous avons tenu quand même à pouvoir participer à distance. Et nous avons fait cet enregistrement, n'est-ce pas, tenant compte des aléas possibles de la technologie. Et je tiens à saluer l'assistance, les professeurs, le recteur, l'abbé recteur, les professeurs, les chefs de travaux, les assistants, les étudiants, les sympathisants de la science. Euh, Bonjour et merci pour votre présence à ces assises. Le thème qui m'a été demandé de développer s'intitule Le droit au HADA, mythe ou réalité à l'aube du deal entre les États-Unis et la RDC. Nous allons donc faire ici, nous allons soulever un ensemble de questions. Nous allons essayer de présenter un ensemble de réflexions, n'est-ce pas, qui est une vision juridique d'un économiste, mais pour mieux dire, d'un lobbyiste, n'est-ce pas? Parce que de profession, je suis consultant en investissement avec un cabinet d'affaires basé à Dallas aux États-Unis, où nous avons déjà été confrontés à un ensemble de problèmes euh, liés au droit et que nous profitons de l'occasion de présenter ici. Le WADA, nous allons le présenter en quelques points très rapidement, tout en faisant des emphases sur la matière que nous espérons vraiment faire objet de débat à l'issue de notre exposé. Nous commencerons par, très rapidement, je donne un peu le sommaire, nous commencerons par le contexte historique du droit au HADA. Nous allons faire une petite évaluation du système OHADA en RDC 10 ans après. Ensuite, nous répondrons à la question droit au HADA, mythe ou réalité en RDC. 4. Nous allons présenter sommairement le deal entre les États-Unis et la RDC à l'heure, n'est-ce pas, une mise à l'épreuve du droit au HADA. 5. La situation actuelle des échanges entre les États-Unis et la RDC, n'est-ce pas, parce que le tout, c'est dans un contexte de perspective d'échange commercial que nous faisons cette analyse. Échange commercial entre les États-Unis et la RDC. Et nous allons un peu nous questionner si le droit au HADA est étranger aux Américains ou si encore la nécessité d'avoir un droit commercial commun tel que les pays africains se sont posés des questions, est-ce que c'est étranger pour savoir si les Américains pourront s'adapter ou pas. Mais ensuite, nous allons émettre quelques observations. Et partant des observations que nous allons émettre, ces observations proviendront avant tout de la pratique, n'est-ce pas, des relations d'affaires entre les hommes d'affaires congolais et américains, les quelques contrats, n'est-ce pas, commerciaux que nous avons dû conduire dans le cabinet pour proposer ce que nous appelons une alternative, n'est-ce pas, ce que les Américains mettent souvent sur la table en tant qu'alternative, n'est-ce pas, en matière d'arbitrage sur les contentieux liés au contrat. Et enfin, nous allons émettre quelques recommandations naturellement suivies d'une conclusion. Nous allons essayer d'y aller assez rapidement, mais de façon méthodique, pour respecter les 20 minutes qui nous sont accordées. Sur le contexte historique de l'OHADA qui est ce traité, n'est-ce pas, parce que c'est un traité entre États, qui a été signé à Port-Louis le 17 octobre 1993. Nous sommes en île Maurice. Et le droit au HADA est une organisation internationale dont l'objectif a été, au fait,
d'assurer la sécurité juridique et judiciaire, n'est-ce pas, des investisseurs. C'était ça l'objectif. Mais le contexte était que dans les années 90, si nous voyons même disons, la situation économique de la République démocratique du Congo dans les années 90, d'un point de vue économique, on situe cela par un déclin de la croissance, destruction de la richesse, hyperinflation. Vous savez, les années 90, nous avons des plans de réajustement structurel qui sont faits par la Banque mondiale, le FMI, donc les institutions de Bretton Woods. On a une situation de crise généralisée. Voilà, la chute du mur de Berlin qui vient, la démocratisation qui entraîne une situation chaotique au niveau économique dans beaucoup de pays. Et en analysant la situation de la crise économique dans les différents pays africains, on a trouvé qu'en toile de fond, il y avait une insécurité juridique et judiciaire. Alors, pour résoudre cela, il est apparu une réflexion de dire, et si les pays africains résolvaient de façon commune, n'est-ce pas, les problèmes de l'insécurité juridique et judiciaire pour tenter une relance de ces différentes économies. C'est de là, n'est-ce pas, que l'idée, n'est-ce pas, du droit OHADA, qui est un droit spécifique uniquement pour les commerçants, n'est-ce pas, des différents pays, les commerçants, les entrepreneurs, les hommes d'affaires. Donc c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte de chaos du point de vue des investissements que le droit OHADA prend naissance. Et il faut savoir que le droit OHADA a été révisé le 17 octobre 2008 au Québec. Alors, en ce qui concerne le droit OHADA en République démocratique du Congo, plus de 10 ans après, parce que c'est en 2012, n'est-ce pas, que la République démocratique du Congo adopte ce droit OHADA. Mais il faut savoir que il y a eu plus de 10 ans après, nous pouvons dire que le droit OHADA a été une très bonne chose parce que le droit commercial congolais affichait un ensemble d'insuffisances telles que lorsqu'il fallait ouvrir une société par action en République démocratique du Congo avec le droit commercial zaïrois, il fallait par exemple avoir cet actionnaire, il fallait en plus une autorisation présidentielle. Je donne un exemple. Mais aussi, il était difficile de pouvoir avoir une société telle qu'une SARL où il n'y a qu'un seul, n'est-ce pas, associé. Donc, on était obligé d'être deux, même si malgré nous, malgré vous, vous ne pouvez pas être seul. La société unipersonnelle, hein, le type de SARLU, a été aussi une innovation. Mais naturellement, il y a eu, on considère que cela a apporté un certain dynamisme à l'économie congolaise, mais il ne manque pas certaines plaintes. Notamment, on le constate auprès des entreprises publiques qui constatent, par exemple, et naturellement que ce n'est pas une raison fondamentale de l'OHADA, mais c'est l'OHADA, mais aussi la réforme des entreprises publiques. Parce que devenues les entreprises publiques, une catégorie d'entreprises publiques devenues entreprises commerciales, avec le droit OHADA, ils sont astreints n'est-ce pas, à un ensemble d'obligations. Et dans ces obligations-là, on voit par exemple les entreprises publiques qui se plaignent de, on appelle les saisies intempestives des comptes, n'est-ce pas, dans le cadre des contentieux, non-paiement, dans le non-paiement d'une créance peut aboutir à une saisie de compte, ainsi de suite. Et les entreprises publiques aimeraient qu'on voie ce cas-là. Mais d'emblée, les juristes admettent, n'est-ce pas, que le droit, l'OHADA a apporté un plus à l'économie. Ainsi donc, nous répondons sommairement à la question. Droit OHADA, mythe ou réalité en RDC, nous disons que c'est une réalité parce qu'il y a un ensemble de considérations intéressantes qui ont été apportées dans ce droit OHADA qui n'existait pas, n'est-ce pas, dans le droit commercial congolais. Mais pour nous, économistes, ce qui importe le plus, c'est de voir est-ce que ce droit faciliterait les affaires dans
dans une perspective large que nous avons et prioritaire de la République démocratique du Congo, qui est ce deal entre les États-Unis et la RDC. Nous savons ici que si tout va bien, au courant de ce mois de juin, la République démocratique du Congo et les États-Unis vont signer des accords minéraux contre sécurité. Et les accords minéraux contre sécurité visent une injection de 500 milliards de dollars sur 15 ans par les Américains pour les projets avant tout miniers, mais aussi des projets d'infrastructure et autres types de projets, n'est-ce pas, en échange de la sécurité qu'ils vont nous apporter. Ça signifie que lorsque vous analysez cela, vous vous rendez compte au fait que ce sera la première fois qu'il puisse y avoir autant d'engouement pour une possibilité d'échange commercial entre les États-Unis et la RDC. Alors, ainsi, nous nous rendons compte qu'il va y avoir deux questions. Quel serait le cadre juridique et quel serait le cadre judiciaire, n'est-ce pas, qui mettrait à l'aise les deux parties? La République démocratique du Congo met sur la table le droit OHADA, ce droit qui est utilisé par, à ce jour, 17 pays, n'est-ce pas, qui semble assurer la sécurité juridique et judiciaire. La question qu'on se poserait, c'est est-ce que cela satisferait, n'est-ce pas, les hommes d'affaires américains? Je reposerai peut-être cette question différemment pour dire, est-ce qu'un droit commercial commun, tel que le droit OHADA, est étranger aux Américains? Serait-il facile de pouvoir les faire adhérer, n'est-ce pas, à cette question épineuse de l'utilisation, n'est-ce pas, du droit OHADA, du cadre juridique offert par l'OHADA et du cadre judiciaire offert par l'OHADA? Alors, nous avons poussé un peu cette réflexion pour analyser si les États-Unis avaient une expérience d'un droit commercial commun. Et il est apparu que les États-Unis ont une expérience d'un droit commercial commun. En particulier, 50 États, les 50 États des États-Unis, 50 États parmi les 52, ont eu à se poser les mêmes questions. Vous savez, aux États-Unis, comme on dit États-Unis, donc on a les États qui se considèrent, qui ont une certaine autonomie, n'est-ce pas, et qui n'ont pas toujours les mêmes lois. Tous les États n'ont pas les mêmes lois. Il y a des lois spécifiques aux différents États. Alors, il s'est posé aussi cette question pour la facilité des affaires. Et serait-il possible d'avoir un droit commercial commun? Donc, c'est le même genre de questions que les Africains se sont posées. Et ils ont créé ce qu'ils appellent le Code commercial uniforme. Le Code commercial uniforme aux États-Unis, c'est un acte uniforme, n'est-ce pas, semblable à celui de l'OHADA. Il a été proposé par la National Conference Commission on Uniform State Laws, donc, qui, au regard de l'étude qui a été effectuée par différents experts, ils ont vu que l'UCC, donc le code commercial uniforme utilisé par 50 États aux États-Unis, plus aussi le district de Columbia, où il y a Washington DC, utilise ce droit, disons, un code commercial uniforme, valable pour les commerçants et pour les entrepreneurs, un peu semblable au droit OHADA, qui fait dire à ces experts, n'est-ce pas, qu'on peut considérer que les Américains ont une idée de la nécessité, n'est-ce pas, d'avoir un code, n'est-ce pas, un code commercial uniforme à différents États. Ce qui nous amènerait à dire qu'aller dans cette perspective-là permettrait de faire comprendre aux Américains la nécessité qu'il y a eu de notre part
de pouvoir avoir un acte uniforme qui réunit plusieurs pays, n'est-ce pas, sur les questions concernant les commerçants et les entrepreneurs, afin de créer un cadre basé sur le principe de l'amélioration du climat des affaires. Mais le nœud de l'affaire, au-delà de cette analyse qui peut être approfondie dans le cadre du droit comparé, n'est-ce pas? Nous avons voulu ici juste faire attirer l'attention pour dire que dans le cadre de négociations, n'est-ce pas, le code commercial uniforme peut être présenté comme, n'est-ce pas, le pendant du droit OHADA aux Américains pour expliquer comment fonctionne, n'est-ce pas, le droit OHADA et pourquoi le droit OHADA. Mais la plus grande question, ça nous sommes au niveau des observations, et là je parle de la pratique en tant que consultant en investissement, la grande question que nous avons, que les Américains posent, n'est même pas au niveau réellement de la crédibilité ou de la quintessence du droit OHADA, mais c'est beaucoup plus, les inquiétudes sont d'ordre politique, n'est-ce pas, d'ordre de la réputation, n'est-ce pas, de notre justice. Parce que dans le droit OHADA, on sait qu'on place, par exemple, le tribunal du commerce de chaque pays comme juridiction devant traiter, statuer, n'est-ce pas, sur les contentieux et ainsi de suite. Et c'est là qu'arrive le problème. Ils se disent, ah tiens, c'est bien que les pays se soient organisés, ainsi de suite, mais nous constatons qu'en première instance, nous devons, n'est-ce pas, aller nous adresser au tribunal du commerce, par exemple, de la République démocratique du Congo. Or, lorsque nous voyons les commentaires, tout ce qui s'est dit sur la justice congolaise, les questions de corruption, n'est-ce pas, les questions, la justice qui est malade, ou même le chef de l'État lui-même a présenté la justice de la République démocratique du Congo comme malade, eh bien, les Américains, généralement, nous posent la question, mais dans ces conditions, comment pouvons-nous faire confiance à la justice congolaise? Et quand bien même qu'il faut, il y a aussi le CCAJ, donc la cour commune, n'est-ce pas, qui est d'arbitrage, la cour commune de justice et d'arbitrage qui est à Abidjan, qui peut intervenir en dernière instance, se pose des questions. Quelle est la crédibilité, n'est-ce pas, d'Abidjan? Surtout, les Américains aiment rappeler, les hommes d'affaires américains, ils disent pourquoi la corruption dans le domaine de la justice leur pose un problème. Eh bien, c'est à cause d'une loi qui a été votée en 1977, c'est la Foreign Corruption Act de 1977, Foreign Corruption Act, que je traduis par la loi sur la corruption à l'étranger. Il y a une loi qui a été votée en 1977 où un Américain et ses complices peuvent être poursuivis pour des faits de corruption commis à l'étranger. Ça signifie que si pour une raison ou une autre, pour se conformer aux us et coutumes, je le mets vraiment entre guillemets, de corruption qui peuvent avoir dans la justice congolaise, un Américain arrive à le faire, n'est-ce pas? Il peut être poursuivi pour des faits de corruption à l'étranger. Et vous comprenez que dans ces conditions-là, les Américains prennent très très au sérieux le fait qu'on qualifie notre justice une justice de malade. Ainsi donc, dans les contrats que nous avons pu conduire, n'est-ce pas, les contrats d'affaires entre les Américains et les Congolais, il est apparu une alternative présentée par les Américains. L'alternative présentée par les Américains, c'est l'arbitrage de la Chambre internationale de commerce de Genève. L'arbitrage de la Chambre internationale de commerce de Genève, la Chambre de commerce internationale de Genève possède une cour internationale d'arbitrage. Et cette cour internationale d'arbitrage se présente comme étant la cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, n'est-ce pas, de Genève,
se présente de manière générale comme étant assez expérimenté et réputé en matière d'arbitrage commercial international. Ainsi donc, dans les contrats que nous avons pu conduire en tant que consultants en investissement, la plupart des cas, n'est-ce pas, les hommes d'affaires américains préfèrent que l'on considère, n'est-ce pas, la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Genève comme instance, n'est-ce pas, judiciaire de règlement de contentieux. Partant de ceci, nous comprenons en fait que il se pose naturellement une question qui nécessite approfondissement. Et là, je tombe déjà dans les recommandations. C'est de dire que ce n'est pas au fond le droit au WADA qui est contesté, parce que les Américains, ayant le code commercial uniforme qu'ils utilisent pour uniformiser, n'est-ce pas, le système juridique et judiciaire entre 50 États, n'est-ce pas, des États-Unis, fait qu'ils ont la compréhension de la nécessité des Africains de se mettre ensemble. Mais ce qui le met un pincement au cœur, je suis en train de me répéter, c'est le fait, n'est-ce pas, que les juridictions qui sont en charge de la gestion des contentieux et tout ce qui peut être lié au contrat sont des cours tels que le tribunal de commerce, qui est influencé par les pratiques, les mauvaises pratiques du pays, telles que les pratiques de la corruption. Et c'est là que le bas blesse. Ainsi donc, nous formulons ici quelques recommandations. Il est important de pouvoir continuer à sensibiliser sur la vulgarisation, n'est-ce pas, des avantages du droit au WADA, parce que autre chose, c'est que bon, il faut admettre que les Américains ont un certain sursaut d'orgueil. Généralement, par moment aussi, ils commencent par poser des questions de dénigrer un peu, vous savez, ce qui est africain, donc n'est pas de très bonne qualité. Voilà pourquoi l'astuce de le comparer, et cela a fait objet de plusieurs travaux, n'est-ce pas, de le comparer au code commercial uniforme, où il y a eu un ensemble de similitudes, en commençant par la définition du concept de commerçant ou de merchant, comme disent les Américains, beaucoup de similitudes entre les deux systèmes, donc une bonne vulgarisation des avantages du droit au WADA. Mais il est important aussi de réfléchir sur l'existence, et ça je le dis pour les amoureux du droit comparé, de réfléchir sur des passerelles juridiques entre le code commercial uniforme utilisé aux États-Unis et le WADA, n'est-ce pas, pour encore faciliter la prise en main des hommes d'affaires américains de la question de l'utilisation du droit au WADA, en le comparant à chaque fois à ce qu'ils connaissent. Mais aussi, je viens encourager ce genre de journée de réflexion, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, je demanderai encore à mon aîné, c'est une demande, à mon aîné, le professeur Hilaire Kabouya, cette fois-ci, au-delà d'un thème générique, de contextualiser, n'est-ce pas, la question, n'est-ce pas, du système juridique et judiciaire à appliquer dans le cadre, n'est-ce pas, du deal entre les États-Unis et la RDC. J'ai ici brossé, n'est-ce pas, quelques préoccupations qui apparaissent. Et même, imaginez-vous, dans les 15 ans de collaboration, le nombre de contrats qui peuvent être signés et comment anticiper, parce que c'est ça aussi la raison d'être du droit, comment anticiper la résolution de contentieux, comment trouver le juste équilibre, n'est-ce pas, et comment avoir, où trouver les spécialistes congolais, n'est-ce pas, qui pourront, si jamais il faut, aller vers le sens des Américains, c'est-à-dire d'aller vers la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Y a-t-il pas une autre alternative? Naturellement, dans notre cas, nous, au niveau en tant que consultants, je dois avouer que nous fournissions à chaque fois un effort de convaincre les Congolais d'aller dans le sens des Américains, de dire trouvons le juste milieu par la Cour internationale d'arbitrage. Mais je pense qu'au niveau juridique, au niveau du système juridique, au niveau du système judiciaire, il y a lieu
de bûcher. Et si jamais je me répète, c'est la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Genève qu'il faut adopter, avons-nous suffisamment d'experts, n'est-ce pas, juridiques dans la question? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Je finis ici mon propos en faisant appel, n'est-ce pas, à un autre colloque qui sera un colloque d'appui, n'est-ce pas, à ce deal entre les États-Unis et la RDC au niveau juridique, parce qu'on ne se leurre pas, nous sommes dans un projet de non-retour, n'est-ce pas, où la République démocratique du Congo va nécessairement signer avec les États-Unis. Ainsi, les différents corps de compétences doivent se prendre en charge pour soutenir cette action, n'est-ce pas, publique de l'État qui vise à rétablir la sécurité, n'est-ce pas, à l'est de la République démocratique du Congo par les affaires. Je vous remercie et je reste disposé aux questions-réponses. Merci.